Ce livre part d'une idée simple, raconter l'histoire des croisades telles qu'elles ont été vues, vécues et relatées dans l'autre camp, c'est-à-dire du côté arabe. Son contenu repose à peu près exclusivement sur les témoignages des historiens et chroniqueurs arabes de l'époque. Ces derniers ne parlent pas de croisades, mais de guerres ou d'invasions franques. Le mot qui désigne les Francs est transcrit différemment selon les régions, les auteurs et les périodes. Pharynge, pharyngate, ifrange, ifranjate. Pour unifier, nous avons choisi la forme la plus concise, celle surtout qui sert aujourd'hui encore dans le parler populaire à nommer les Occidentaux, et plus particulièrement les Français, franges. Soucieux de ne pas alourdir le récit avec les nombreuses notes qui s'imposent, bibliographiques, historiques ou autres, nous avons préféré les garder pour la fin, où elles sont groupées par chapitres. Ceux qui veulent en savoir plus les liront utilement, mais elles ne sont nullement indispensables à la compréhension du récit, qui se veut accessible à tous. Plus qu'un nouveau livre d'histoire, en effet, nous avons voulu écrire, à partir d'un point de vue jusqu'ici négligé, le roman vrai des croisades, de ces 2 siècles mouvementés qui ont façonné l'Occident et le monde arabe et qui déterminent aujourd'hui encore leur rapport. Bagdad, août 1099. Sans turban, la tête rasée en signe de deuil, le vénérable cadi Abu Saad al-Harawi pénètre en criant dans le vaste diwan du calife al-Mustazir Billah. À sa suite, une foule de compagnons, jeunes et vieux. Ils approuvent bruyamment chacun de ses mots et offrent, comme lui, le spectacle provoquant d'une barbe abondante sous un crâne nu. Quelques dignitaires de la cour tentent de le calmer, mais, les écartant d'un geste dédaigneux, il avance résolument vers le milieu de la salle, puis, avec l'éloquence véhémente d'un prédicateur du haut de sa chair, il sermonne tous les présents, sans égard pour leur rang. Osez-vous somnoler à l'ombre d'une heureuse sécurité, dans une vie frivole comme la fleur du jardin, alors que vos frères de Syrie n'ont plus pour demeure que les selles des chameaux ou les entrailles des vautours? Que de sang versé, que de belles jeunes filles ont dû, de honte, cacher leur doux visage dans leurs mains. Les valeureux Arabes s'accommodent-ils de l'offense et les preux Persans acceptent-ils le déshonneur? C'était un discours à faire pleurer les yeux et émouvoir les cœurs, diront les chroniqueurs arabes. Toute l'assistance est secouée par les gémissements et les lamentations. Mais Al-Harawi ne veut pas de leurs sanglots. La pire arme de l'homme, lance-t-il, c'est de verser des larmes quand les épées attisent le feu de la guerre. S'il a fait le voyage de Damas à Bagdad, 3 longues semaines d'été sous l'imparable soleil du désert syrien, ce n'est pas pour mendier la pitié, mais pour avertir les plus hautes autorités de l'islam de la calamité qui vient de s'abattre sur les croyants, et pour leur demander d'intervenir sans délai afin d'arrêter le carnage. Jamais les musulmans n'ont été humiliés de la sorte, répète Al-Harawi, jamais auparavant leurs contrées n'ont été aussi sauvagement dévastées. Les hommes qui l'accompagnent se sont tous enfuis des villes saccagées par l'envahisseur. Certains d'entre eux comptent parmi les rares rescapés de Jérusalem. Il les a emmenés avec lui pour qu'ils puissent raconter de leur propre voix le drame qu'ils ont vécu 1 mois plus tôt. C'est en effet le vendredi 22 Sha'aban de l'an 492 de l'Hégire, le 15 juillet 1099, que les Franges se sont emparés de la ville sainte après un siège de 40 jours. Les exilés tremblent encore chaque fois qu'ils en parlent, et leur regard se fige, comme s'ils voyaient encore devant leurs yeux ces guerriers blonds bargués d'armure qui se répandent dans les rues, sabre au clair, égorgeant hommes, femmes et enfants, pillant les maisons, saccageant les mosquées. Quand la tuerie s'est arrêtée, 2 jours plus tard, il n'y avait plus un seul musulman dans les murs. Quelques-uns ont profité de la confusion pour se glisser au dehors, à travers les portes que les assaillants avaient enfoncées. Les autres gisaient par milliers dans les flaques de sang au seuil de leur demeure ou aux abords des mosquées. Parmi eux, un grand nombre d'imams, d'ulémas et d'ascètes soufis qui avaient quitté leur pays pour venir vivre une pieuse retraite en ces lieux saints. Les derniers, survivants, ont été forcés d'accomplir la pire des besognes, porter sur leur dos les cadavres des leurs, les entasser sans sépulture dans des terrains vagues, puis les brûler, avant d'être à leur tour massacrés ou vendus comme esclaves. Le sort des Juifs de Jérusalem a été tout aussi atroce. Aux premières heures de la bataille, plusieurs d'entre eux ont participé à la défense de leur quartier, la Juiverie, située au nord de la ville. Mais lorsque le pan de muraille qui surplombait leur maison s'est écroulé et que les chevaliers blonds ont commencé à envahir les rues, les Juifs se sont affolés. La communauté entière, reproduisant un geste ancestral, s'est rassemblée dans la synagogue principale pour prier.
Les franges ont bloqué alors toutes les issues, puis, empilant des fagots de bois tout autour, ils y ont mis le feu. Ceux qui tentaient de sortir étaient achevés dans les ruelles avoisinantes, les autres étaient brûlés vifs. Quelques jours après le drame, les premiers réfugiés de Palestine sont parvenus à Damas, portant avec d'infinies précautions le Coran d'Osman, l'un des plus vieux exemplaires du livre sacré. Puis les rescapés de Jérusalem se sont approchés à leur tour de la métropole syrienne, apercevant de loin la silhouette des 3 minarets de la mosquée Omeyyade qui se détachent au-dessus de l'enceinte carrée, ils ont étendu leur tapis de prière et se sont prosternés pour remercier le Tout-Puissant d'avoir ainsi prolongé leur vie qu'ils croyaient arriver à son terme. En tant que grand cadi de Damas, Abu Saad al-Harawi a accueilli les réfugiés avec bienveillance. Ce magistrat d'origine afghane est la personnalité la plus respectée de la ville. Aux Palestiniens, il a prodigué conseils et réconforts. Selon lui, un musulman ne doit pas rougir d'avoir dû fuir sa maison. Le premier réfugié de l'islam ne fut-il pas le prophète Mahomet lui-même, qui avait dû quitter sa ville natale, la Mecque, dont la population lui était hostile, pour chercher refuge à Médine, où la nouvelle religion était mieux accueillie? Et n'est-ce pas à partir de son lieu d'exil qu'il avait lancé la guerre sainte, le djihad, pour libérer sa patrie de l'idolâtrie? Les réfugiés doivent donc bien se savoir les combattants de la guerre sainte, les moudjahidines par excellence, si honorés dans l'islam que l'émigration du prophète, l'hégire, a été choisie comme point de départ de l'ère musulmane. Pour beaucoup de croyants, l'exil est même un devoir impératif en cas d'occupation. Le grand voyageur Ibn Jober, un arabe d'Espagne qui visitera la Palestine près d'un siècle après le début de l'invasion franque, sera scandalisé de voir que certains musulmans, subjugués par l'amour du pays natal, acceptent de vivre en territoire occupé. Il n'y a, dira-t-il, pour un musulman, aucune excuse devant Dieu à son séjour dans une ville d'incroyance, sauf s'il est simplement de passage. En terre d'islam, il se trouve à l'abri des peines et des maux auxquels on est soumis dans les pays des chrétiens. Comme entendre, par exemple, des paroles écœurantes au sujet du prophète, particulièrement dans la bouche des plus sots, être dans l'impossibilité de se purifier et vivre au milieu des porcs et de tant de choses illicites. Gardez-vous, gardez-vous de pénétrer dans leur contrée. Il faut demander à Dieu pardon et miséricorde pour une telle faute. L'une des horreurs qui frappent les yeux de quiconque habite le pays des chrétiens est le spectacle des prisonniers musulmans qui trébuchent dans les fers, qui sont employés à de durs travaux et traités en esclaves, ainsi que la vue des captives musulmanes portant aux pieds des anneaux de fer. Les cœurs se brisent à leur vue, mais la pitié ne leur sert à rien. Excessifs du point de vue de la doctrine, les propos d'Ibn Jober reflètent bien toutefois l'attitude de ces milliers de réfugiés de Palestine et de Syrie du Nord rassemblés à Damas en ce mois de juillet 1099. Car si c'est évidemment la mort dans l'âme qu'ils ont abandonné leur demeure, ils sont déterminés à ne jamais revenir chez eux avant le départ définitif de l'occupant et résolus à réveiller la conscience de leurs frères dans toutes les contrées de l'islam. Autrement, pourquoi seraient-ils venus à Bagdad sous la conduite d'Al-Harawi ? N'est-ce pas vers le calife, le successeur du prophète, que doivent se tourner les musulmans aux heures difficiles? N'est-ce pas vers le prince des croyants que doivent s'élever leurs plaintes et leurs doléances? À Bagdad, la déception des réfugiés sera à la mesure de leurs espoirs. Le calife al-Mustazhir Billah commence par leur exprimer sa profonde sympathie et son extrême compassion avant de charger 6 hauts dignitaires de la cour d'effectuer une enquête sur ces fâcheux événements. Faut-il préciser qu'on n'entendra plus jamais parler de ce comité de sages? Le sac de Jérusalem, point de départ d'une hostilité millénaire entre l'islam et l'Occident, n'aura provoqué sur le moment aucun sursaut. Il faudra attendre près d'un demi-siècle avant que l'Orient arabe ne se mobilise face à l'envahisseur et que l'appel au djihad lancé par le cadi de Damas au diwan du calife ne soit célébré comme le premier acte solennel de résistance. Au début de l'invasion, peu d'Arabes mesurent d'emblée, à l'instar d'Al-Harawi, l'ampleur de la menace venue de l'Ouest. Certains s'adaptent même par trop vite à la nouvelle situation. La plupart ne cherchent qu'à survivre, amers mais résignés. Quelques-uns se posent en observateurs plus ou moins lucides, essayant de comprendre ces événements aussi imprévus que nouveaux. Le plus attachant d'entre eux est le chroniqueur de Damas, Ibn al-Kalanissi, une jeune lettrée issue d'une famille de notables. Spectateur de la première heure, il a 23 ans en 1096 lorsque les franges arrivent en Orient, et il s'applique à consigner régulièrement par écrit les événements dont il a connaissance. Sa chronique raconte fidèlement, sans passion excessive, la marche des envahisseurs telle qu'elle est perçue dans sa ville. Pour lui, tout a commencé en ces journées d'angoisse où parviennent à Damas les premières rumeurs. Première partie. L'invasion.
1096-1100. Regardez les franges, voyez avec quel acharnement ils se battent pour leur religion, alors que nous, les musulmans, nous ne montrons aucune ardeur à mener la guerre sainte. Saladin. Chapitre 1er, les franges arrivent. Cette année-là, les informations commencèrent à se succéder sur l'apparition de troupes de franges venant de la mer de Marmara en une multitude innombrable. Les gens prirent peur. Ces renseignements furent confirmés par le roi Kilij Arslan, dont le territoire était le plus proche de ces franges. Le roi Kilij Arslan, dont parle ici Ibn al-Kalanissi, n'a pas encore 17 ans à l'arrivée des envahisseurs. Premier dirigeant musulman à être informé de leur approche, ce jeune sultan turc aux yeux légèrement bridés sera à la fois le premier à leur infliger une défaite et le premier à se faire battre par les redoutables chevaliers. Dès juillet 1096, Kilij Arslan apprend qu'une immense foule de franges est en route vers Constantinople. D'emblée, il craint le pire. Bien entendu, il n'a aucune idée des buts réels poursuivis par ces gens, mais leur venue en Orient ne présage pour lui rien de bon. Le sultanat qu'il gouverne s'étend sur une grande partie de l'Asie mineure, un territoire que les Turcs viennent tout juste d'arracher aux Grecs. En fait, le père de Kilij Arslan, Süleyman, a été le premier Turc à s'emparer de cette terre qui allait s'appeler, bien des siècles plus tard, la Turquie. À Nicée, la capitale de ce jeune État musulman, les églises byzantines restent plus nombreuses que les mosquées. Si la garnison de la cité est formée de cavaliers turcs, la majorité de la population est grecque, et Kilij Arslan ne se fait guère d'illusions sur les véritables sentiments de ses sujets. Pour eux, il sera toujours un chef de bande barbare. Le seul souverain qu'ils reconnaissent, celui dont le nom revient à voix basse dans toutes leurs prières, c'est le Basileus Alexis Comnène, empereur des Romains. En réalité, Alexis serait plutôt empereur des Grecs, lesquels se proclament héritiers de l'Empire romain. Cette qualité leur est d'ailleurs reconnue par les Arabes, qui, au XIe siècle comme au XXe, désignent les Grecs par le terme de Roum, romain. Le domaine conquis par le père de Kilij Arslan aux dépens de l'Empire grec est même appelé le sultanat des Roums. À l'époque, Alexis est l'une des figures les plus prestigieuses de l'Orient. Ce quinquagénaire de petite taille, aux yeux pétillants de malice, à la barbe soignée, aux manières élégantes, toujours paré d'or et de riches draperies bleues, exerce une véritable fascination sur Kilij Arslan. C'est lui qui règne sur Constantinople, la fabuleuse Byzance, située à moins de 3 jours de marche de Nicée. Une proximité qui provoque chez le jeune sultan des sentiments mitigés. Comme tous les guerriers nomades, il rêve de conquête et de pillage. Sentir les richesses légendaires de Byzance à portée de sa main ne lui déplaît pas. Mais, en même temps, il se sent menacé. Il sait qu'Alexis n'a jamais désespéré de reprendre Nicée, non seulement parce que la ville a toujours été grecque, mais surtout parce que la présence de guerriers turcs à une aussi courte distance de Constantinople constitue un danger permanent pour la sécurité de l'Empire. Quand bien même l'armée byzantine, déchirée depuis des années par des crises internes, serait incapable de se lancer seule dans une guerre de reconquête, nul n'ignore qu'Alexis peut toujours faire appel à des auxiliaires étrangers. Les Byzantins n'ont jamais hésité à avoir recours au service de chevaliers venus d'Occident. Mercenaires aux lourdes armures ou pèlerins en route pour la Palestine, les Francs sont nombreux à visiter l'Orient. Et, en 1096, ce ne sont nullement des inconnus pour les musulmans. Une vingtaine d'années plus tôt, Kilij Arslan n'était pas encore né, mais les vieux émirs de son armée le lui ont raconté, un de ses aventuriers aux cheveux blonds, un certain Roussel de Bailleul, qui avait réussi à établir un État autonome en Asie mineure, a même marché sur Constantinople. Affolés, les Byzantins n'avaient eu d'autre choix que de faire appel au père de Kilij Arslan, qui n'en avait pas cru ses oreilles lorsqu'un envoyé spécial du Basileus l'avait supplié de voler à son secours. Les cavaliers turcs s'étaient alors effectivement dirigés vers Constantinople et avaient réussi à battre Roussel, ce dont Süleyman avait été généreusement récompensé en or, en chevaux et en terres. Depuis, les Byzantins se méfient des Francs, mais les armées impériales, constamment à court de soldats expérimentés, sont tenues de recruter des mercenaires. Pas uniquement des Francs d'ailleurs, les guerriers turcs sont nombreux sous les drapeaux de l'Empire chrétien. Précisément, c'est grâce à des congénères engagés dans l'armée byzantine que Kilij Arslan apprend, en juillet 1096, que des milliers de Francs s'approchent de Constantinople. Le tableau que lui brossent ses informateurs le laisse perplexe. Ces Occidentaux ressemblent fort peu aux mercenaires qu'on a l'habitude de voir.
Il y a bien parmi eux quelques centaines de chevaliers et un nombre important de fantassins armés, mais aussi des milliers de femmes, d'enfants, de vieillards en guenilles. On dirait une peuplade chassée de ses terres par un envahisseur. On raconte aussi qu'ils portent tous, cousus sur le dos, des bandes de tissu en forme de croix. Le jeune sultan, qui a du mal à mesurer le danger, demande à ses agents de redoubler de vigilance et de le tenir constamment au courant des faits et gestes de ces nouveaux envahisseurs. À tout hasard, il fait vérifier les fortifications de sa capitale. Les murailles de Nicée, qui ont plus d'un farsac, 6000 mètres de long, sont surplombées de 240 tours. Au sud-ouest de la ville, les eaux calmes du lac Ascanios constituent une excellente protection naturelle. Pourtant, au premier jour d'août, la menace se précise. Les Francs traversent le Bosphore, convoyés par des navires byzantins, et, en dépit d'un soleil écrasant, avancent le long de la côte. Partout, et bien qu'on les ait vus piller sur leur passage plus d'une église grecque, on les entend clamer qu'ils viennent exterminer les musulmans. Leur chef serait un ermite du nom de Pierre. Les informateurs évaluent leur nombre à quelques dizaines de milliers, mais nul ne sait dire où leur pas les porte. Il semble que l'empereur Alexis ait décidé de les installer à Civitote, un camp qu'il a fait aménager précédemment pour des mercenaires à moins d'une journée de marche de Nicée. Le palais du sultan connaît une folle effervescence, tandis que les cavaliers turcs se tiennent prêts à tout instant à sauter sur leurs destriers. On assiste à un va-et-vient continuel d'espions et d'éclaireurs qui rapportent les moindres mouvements des franges. On raconte que chaque matin, ces derniers quittent leur camp en horde de plusieurs milliers d'individus pour aller fourrager dans les environs, qu'ils pillent quelques fermes et en incendient quelques autres, avant de s'en retourner à Civito où leur clan se dispute les fruits de la razzia. Rien là qui puisse vraiment choquer les soldats du sultan. Rien non plus qui puisse inquiéter leur maître. Un mois durant, la même routine se poursuit. Mais voilà qu'un jour, vers la mi-septembre, les franges modifient brusquement leurs habitudes. N'ayant sans doute plus rien à glaner dans leur voisinage, ils ont pris, dit-on, la direction de Nicée, traversé quelques villages, tous chrétiens, et mis la main sur les récoltes qui venaient d'être engrangées en cette période de moisson, massacrant sans pitié les paysans qui tentaient de leur résister. Des enfants en bas âge auraient même été brûlés vifs. Kilij Arslan se sent pris au dépourvu. Quand les premières nouvelles lui parviennent, les assaillants sont déjà sous les murs de sa capitale, et le soleil n'a pas encore atteint l'horizon que les citadins voient monter la fumée des incendies. Aussitôt, le sultan dépêche une patrouille de cavaliers qui se heurte aux franges. Écrasés sous le nombre, les Turcs sont taillés en pièces. Seuls quelques rares survivants reviennent ensanglantés vers Nicée. Estimant son prestige menacé, Kilij Arslan voudrait engager la bataille sur l'heure, mais les émirs de son armée l'en dissuadent. La nuit va bientôt tomber et les franges refluent déjà à la hâte vers leur camp. La vengeance devra attendre. Pas pour longtemps. Enhardis, semble-t-il, par leur succès, les Occidentaux récidivent 2 semaines plus tard. Cette fois, le fils de Sulayman, averti à temps, suit pas à pas leur progression. Une troupe franque comprenant quelques chevaliers, mais surtout des milliers de pillards dépenaillés, emprunte la route de Nicée, puis, contournant l'agglomération, se dirige vers l'est et s'empare par surprise de la forteresse de Xérigoron. Le jeune sultan se décide. À la tête de ses hommes, il chevauche à vive allure vers la petite place forte où, pour célébrer leur victoire, les franges s'enivrent, incapables d'imaginer que leur destin est déjà scellé. Car Xérigordon offre un piège que les soldats de Kilij Arslan connaissent bien, mais que ces étrangers sans expérience n'ont pas su déceler. Son approvisionnement en eau se trouve à l'extérieur, assez loin des murailles, et les Turcs ont vite fait d'en interdire l'accès. Il leur suffit de prendre position tout autour de la forteresse et de ne plus bouger. La soif se bat à leur place. Pour les assiégés commence un supplice atroce. Ils en arrivent à boire le sang de leur monture et leur propre urine. On les aperçoit qui, en ces premiers jours d'octobre, regardent désespérément le ciel, quêtant quelques gouttes de pluie. En vain. Au bout d'une semaine, le meneur de l'expédition, un chevalier nommé Renaud, accepte de capituler si on lui accorde la vie sauve. Kilij Arslan, qui a exigé que les franges renoncent publiquement à leur religion, n'est pas peu surpris quand Renaud se dit prêt non seulement à se convertir à l'islam, mais aussi à se battre aux côtés des Turcs contre ses propres compagnons. Plusieurs de ses amis, qui se sont prêtés aux mêmes exigences, sont envoyés en captivité vers les villes de Syrie ou en Asie centrale. Les autres sont passés au fil de l'épée. Le jeune sultan est fier de son exploit, mais il garde la tête froide. Après avoir accordé à ses hommes un répit pour le traditionnel partage du butin, il les rappelle à l'ordre dès le lendemain. Certes, les franges ont perdu près de 6000 hommes, mais ceux qui restent sont 6 fois plus nombreux, et c'est l'occasion ou jamais de s'en débarrasser.
Pour y parvenir, il choisit la ruse, dépêcher 2 espions, des Grecs, au camp de Civito pour annoncer que les hommes de Renaud sont en excellentes conditions, qu'ils ont réussi à s'emparer de Nicée elle-même, dont ils sont bien décidés à ne pas se laisser disputer les richesses par leurs coreligionnaires. Pendant ce temps, l'armée turque préparera une gigantesque embuscade. De fait, les rumeurs, soigneusement propagées, suscitent dans le camp de Civito l'effervescence prévue. On s'attroupe, on injurie Renaud et ses hommes, déjà la décision est prise de se mettre en route sans délai pour participer au pillage de Nicée. Mais voilà que soudain, on ne sait trop comment, un rescapé de l'expédition de Xérigordon arrive, dévoilant la vérité sur le sort de ses compagnons. Les espions de Kilij Arslan pensent avoir échoué dans leur mission, puisque les plus sages parmi les franges prêchent le calme. Mais, le premier moment de consternation passé, l'excitation reprend. La foule s'agite et hurle, elle veut partir sur le champ, non plus pour participer au pillage, mais pour venger les martyrs. Ceux qui hésitent sont traités de lâches. Finalement, les plus enragés obtiennent gain de cause et le départ est fixé pour le lendemain. Les espions du sultan, dont la ruse a été éventée mais l'objectif atteint, triomphent. Ils envoient dire à leur maître de se préparer au combat. Le 21 octobre 1096, à l'aube, les Occidentaux quittent donc leur camp. Kilij Arslan n'est pas loin. Il a passé la nuit dans les collines proches de Civito. Ses hommes sont en place, bien dissimulés. Lui-même, d'où il est, peut apercevoir au loin la colonne des franges qui soulève un nuage de poussière. Quelques centaines de chevaliers, la plupart sans armure, avancent en tête, suivis d'une foule de fantassins en désordre. Ils marchent depuis moins d'1 heure quand le sultan entend leur clameur qui s'approche. Le soleil qui se lève derrière lui les frappe en plein visage. Retenant son souffle, il fait signe à ses émirs de se tenir prêts. L'instant fatidique arrive. Un geste à peine perceptible, quelques ordres chuchotés çà et là, et voici les archers qui bandent lentement leurs arcs. Brusquement, 1000 flèches jaillissent en un seul et long sifflement. La plupart des chevaliers s'écroulent dès les premières minutes. Puis les fantassins sont décimés à leur tour. Quand le corps à corps s'engage, les franges sont déjà en déroute. Ceux qui étaient à l'arrière sont revenus en courant vers le camp où les non-combattants sont à peine réveillés. Un vieux prêtre célèbre une messe matinale, quelques femmes préparent à manger. L'arrivée des fugitifs avec les Turcs à leur trousse jette l'effroi. Les franges fuient dans toutes les directions. Certains, qui ont tenté d'atteindre les bois voisins, sont vite rattrapés. D'autres, mieux inspirés, se barricadent dans une forteresse désaffectée qui présente l'avantage d'être adossée à la mer. Ne voulant pas prendre de risques inutiles, le sultan renonce à les assiéger. La flotte byzantine, rapidement prévenue, viendra les récupérer. 2 à 3 000 hommes s'échapperont ainsi. Pierre l'Ermite, qui se trouve depuis quelques jours à Constantinople, a de ce fait, lui aussi, la vie sauve. Mais ses partisans ont moins de chance. Les femmes les plus jeunes ont été enlevées par les cavaliers du sultan pour être distribuées aux émirs ou vendues sur les marchés d'esclaves. Quelques jeunes garçons connaissent le même sort. Les autres franges, près de 20 000 sans doute, sont exterminés. Kilij Arslan jubile. Il vient d'anéantir cette armée franque que l'on disait si redoutable et les pertes de ses propres troupes sont insignifiantes. Contemplant l'immense butin amassé à ses pieds, il croit vivre son plus beau triomphe. Et pourtant, rarement dans l'histoire, une victoire aura coûté aussi cher à ceux qui l'ont remportée. Grisé par le succès, Kilij Arslan veut ignorer les renseignements qui se succèdent l'hiver suivant sur l'arrivée de nouveaux groupes de franges à Constantinople. Pour lui, et même pour les plus sages de ses émirs, il n'y a là plus rien d'inquiétant. Si d'autres mercenaires d'Alexis osaient encore franchir le Bosphore, ils seraient taillés en pièces comme ceux qui les ont précédés. Dans l'esprit du sultan, il est temps de revenir aux préoccupations majeures de l'heure, autrement dit, à la lutte sans merci qu'il mène depuis toujours contre les princes turcs, ses voisins. C'est là, et nulle part ailleurs, que se décidera son sort et celui de son domaine. Les affrontements avec les Roums ou leurs étranges auxiliaires franges ne seront jamais qu'un intermède. Le jeune sultan est bien placé pour le savoir. N'est-ce pas dans l'un de ces interminables combats de chefs que son père Souleyman a laissé la vie en 1086 ? Kilij Arslan avait alors à peine 7 ans, et il aurait dû prendre la succession sous la régence de quelques émirs fidèles, mais il avait été écarté du pouvoir et conduit en Perse sous prétexte que sa vie était en danger. Adulé, entouré d'égards, servi par une nuée d'esclaves attentionnés, mais étroitement surveillés, avec interdiction formelle de visiter son royaume. Ses hôtes, c'est-à-dire ses geôliers, n'étaient autres que les membres de son propre clan, les Seldjoukides. S'il y a, au XXe siècle, un nom que nul n'ignore, des abords de la Chine au lointain pays des Franches, c'est bien celui-là.
Venus d'Asie centrale avec des milliers de cavaliers nomades aux longs cheveux tressés, les Turcs seldjoukides se sont emparés en quelques années de toute la région qui s'étend de l'Afghanistan à la Méditerranée. Depuis 1055, le calife de Bagdad, successeur du prophète et héritier du prestigieux empire abbasside, n'est qu'une marionnette docile entre leurs mains. Disparant à Damas, de Nicée à Jérusalem, leurs émirs font la loi. Pour la première fois depuis 3 siècles, tout l'Orient musulman est réuni sous l'autorité d'une dynastie unique qui proclame sa volonté de redonner à l'islam sa gloire passée. Les Roums, écrasés par les Seldjoukides en 1071, ne se sont jamais relevés. L'Asie mineure, la plus grande de leur province, a été envahie. Leur capitale elle-même n'est plus en sécurité. Leurs empereurs, dont Alexis lui-même, ne cessent d'envoyer des délégations au pape de Rome, chef suprême de l'Occident, le suppliant d'appeler à la guerre sainte contre cette résurgence de l'islam. Kilij Arslan n'est pas peu fier de son appartenance à une famille aussi prestigieuse, mais il n'est pas dupe non plus de l'apparente unité de l'Empire turc. Entre cousins seldjoukides, on ne connaît nulle solidarité. Il faut tuer pour survivre. Son père a conquis l'Asie mineure, la vaste Anatolie, sans l'aide de ses frères, et c'est pour avoir voulu s'étendre au sud, vers la Syrie, qu'il a été tué par l'un de ses cousins. Et pendant que Kilij Arslan était retenu de force à Ispahan, le domaine paternel a été dépecé. Quand, fin 1092, l'adolescent a été relâché à la faveur d'une querelle entre ses geôliers, son autorité ne s'exerçait guère au-delà des remparts de Nicée. Il n'avait que 13 ans. Ensuite, c'est grâce au conseil des émirs de l'armée qu'il a pu, par la guerre, par le meurtre ou par la ruse, récupérer une partie de l'héritage paternel. Aujourd'hui, il peut se vanter d'avoir passé plus de temps sur la selle de son cheval que dans son palais. Pourtant, à l'arrivée des Franges, rien n'est encore joué. En Asie mineure, ses rivaux restent puissants, même si, fort heureusement pour lui, ses cousins seldjoukides de Syrie et de Perse sont absorbés par leurs propres querelles. À l'est notamment, sur les hauteurs désolées du plateau anatolien, règne en ces temps d'incertitude un étrange personnage qu'on appelle Danishmend, le sage. Un aventurier d'origine obscure qui, à l'inverse des autres émirs turcs, pour la plupart analphabètes, est instruit dans les sciences les plus diverses. Il va bientôt devenir le héros d'une épopée célèbre, intitulée précisément La geste du roi Danishmend, qui décrit la conquête de Malatya, une ville arménienne située au sud-est d'Ankara, et dont la chute est considérée par les auteurs du récit comme le tournant décisif de l'islamisation de la future Turquie. Au premier mois de 1097, lorsque l'arrivée à Constantinople d'une nouvelle expédition franque est signalée à Kilij Arslan, la bataille de Malatya est déjà engagée. Danishmend assiège la ville et le jeune sultan refuse l'idée que ce rival, qui a profité de la mort de son père pour occuper tout le nord-est de l'Anatolie, puisse remporter une victoire aussi prestigieuse. Déterminé à l'empêcher, il se dirige, à la tête de ses cavaliers, vers les environs de Malatya et installe son camp à proximité de celui de Danishmend pour l'intimider. La tension monte, les escarmouches se multiplient, de plus en plus meurtrières. En avril 1097, l'affrontement semble inévitable. Kilij Arslan s'y prépare. L'essentiel de son armée est rassemblé sous les murs de Malatya lorsqu'arrive devant sa tente un cavalier exténué. Il débite son message en haletant. Les Franges sont là, de nouveau, ils ont franchi le Bosphore, plus nombreux que l'année précédente. Kilij Arslan reste calme. Rien ne justifie pareille inquiétude. Les Franges, il les a déjà pratiquées, il sait à quoi s'en tenir. Finalement, ce n'est que pour rassurer les habitants de Nicée, et en particulier son épouse, la jeune sultane, qui doit bientôt accoucher, qu'il demande à quelques détachements de cavalerie d'aller renforcer la garnison de la capitale. Lui-même sera de retour dès qu'il en aura fini avec Danishmend. Kilij Arslan est à nouveau engagé corps et âme dans la bataille de Malatya, quand, au premier jour de mai, arrive un nouveau messager tremblant de fatigue et de peur. Ses propos jettent l'effroi dans le camp du sultan. Les Franges sont aux portes de Nicée, qu'ils commencent à assiéger. Ce ne sont plus, comme en été, des bandes de pillards dépenaillés, mais de véritables armées de milliers de chevaliers lourdement équipés. Et, cette fois, les soldats du Basilev les accompagnent. Kilij Arslan tente de calmer ses hommes, mais lui-même est torturé par l'angoisse. Doit-il abandonner Malatya à son rival pour revenir vers Nicée? Est-il sûr de pouvoir encore sauver sa capitale? Ne va-t-il pas perdre sur les deux fronts? Après avoir longuement consulté ses plus fidèles émirs, une solution se dégage, une forme de compromis.
Allez voir Danishmend, qui est homme d'honneur, le mettre au courant de la tentative de conquête entreprise par les Roums et leurs mercenaires, ainsi que de la menace qui pèse sur tous les musulmans d'Asie mineure, et lui proposer de cesser les hostilités. Avant même que Danishmend ne donne sa réponse, le sultan a dépêché une partie de son armée vers la capitale. De fait, une trêve est conclue au bout de quelques jours et Kilij Arslan prend sans tarder le chemin de l'ouest. Mais au moment où il atteint les hauteurs proches de Nicée, le spectacle qui s'offre à ses yeux lui glace le sang dans les veines. La superbe cité que lui a léguée son père est encerclée de toutes parts. Une multitude de soldats sont là, s'affairant à mettre en place tours mobiles, catapultes et mangonneaux qui doivent servir pour l'assaut final. Les émirs sont formels, il n'y a plus rien à faire, il faut se replier vers l'intérieur du pays avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune sultan n'arrive pourtant pas à se résigner à abandonner ainsi sa capitale. Il insiste pour tenter une dernière percée au sud, là où les assiégeants semblent le moins solidement retranchés. La bataille est engagée, le 21 mai à l'aube. Kilij Arslan se jette avec fureur dans la mêlée et le combat fait rage jusqu'à la tombée du jour. Les pertes sont aussi lourdes des deux côtés, mais chacun a conservé ses positions. Le sultan n'insiste pas. Il a compris que rien ne lui permettra plus de desserrer l'étau. S'entêter à lancer toutes ses forces dans une bataille si mal engagée pourrait prolonger le siège de quelques semaines, voire de quelques mois, mais risquerait de mettre en jeu l'existence même du sultanat. Issu d'un peuple essentiellement nomade, Kilij Arslan sait que la source de son pouvoir réside dans les quelques milliers de guerriers qui lui obéissent, non dans la possession d'une ville, si attachante soit-elle. Il aura d'ailleurs bientôt choisi pour nouvelle capitale la ville de Konya, nettement plus à l'est, que ses descendants vont garder jusqu'au début du XIVe siècle. Il ne reverra plus jamais Nicée. Avant de s'éloigner, il envoie un message d'adieu aux défenseurs de la ville pour les avertir de sa douloureuse décision et leur recommander d'agir conformément à leurs intérêts. La signification de ces mots est claire, aussi bien pour la garnison turque que pour la population grecque, il faut livrer la ville à Alexis Comnène et non à ses auxiliaires francs. Des négociations s'engagent donc avec le Basileus qui, à la tête de ses troupes, a pris position à l'ouest de Nicée. Les hommes du sultan essaient de gagner du temps, espérant sans doute que leur maître pourra revenir avec des renforts. Mais Alexis est pressé, les Occidentaux, menace-t-il, s'apprêtent à donner l'assaut final, et alors il ne répondra plus de rien. Souvenant des agissements des Franges l'année précédente aux environs de Nicée, les négociateurs sont terrorisés. Ils voient déjà leur ville pillée, les hommes massacrés, les femmes violées. Sans plus hésiter, ils acceptent de remettre leur sort entre les mains du Basilès, qui fixe lui-même les modalités de la reddition. Dans la nuit du 18 au 19 juin, des soldats de l'armée byzantine, turcs pour la plupart, sont introduits dans la cité au moyen de barques qui traversent en silence le lac Ascanios. La garnison capitule sans combat. Aux premières lueurs du jour, les bannières bleues et or de l'empereur flottent déjà sur les murailles. Les Franges renoncent à donner l'assaut. Dans son infortune, Kilij Arslan recevra ainsi une consolation, les dignitaires du sultanat seront épargnés, et la jeune sultane, accompagnée de son nouveau-né, sera même reçue à Constantinople avec les honneurs royaux, au plus grand scandale des Franges. La jeune femme de Kilij Arslan est la fille de Tchaka, un aventurier de génie, un émir turc fort célèbre à la veille de l'invasion franque. Emprisonné par les Roums tandis qu'il effectuait une razzia en Asie mineure, il avait impressionné ses geôliers par sa facilité à apprendre le grec, qu'au bout de quelques mois il parlait à la perfection. Brillant, habile, beau parleur, il était devenu un visiteur régulier du palais impérial qu'il avait même gratifié d'un titre de noblesse. Mais cette étonnante promotion ne lui suffisait pas. Il visait plus haut, bien plus haut. Il voulait devenir empereur de Byzance. L'émir Tchaka avait à cet effet un plan fort cohérent. Ainsi, il était parti s'installer dans le port de Smigne, sur la mer Égée, où, avec l'aide d'un armateur grec, il s'était constitué une véritable flotte de guerre comprenant des brigantins légers, des vaisseaux à rames, dromons, birèmes ou trirèmes, au total près d'une centaine de bâtiments. Dans une première étape, il avait occupé de nombreuses îles, notamment Rhodes, Chios et Samos, et étendu son autorité sur l'ensemble de la côte égéenne. S'étant ainsi taillé un empire maritime, il s'était proclamé Basileus, organisant son palais de Smigne sur le modèle de la cour impériale, et avait lancé sa flotte à l'assaut de Constantinople. Il avait fallu d'énormes efforts à Alexis pour parvenir à repousser l'attaque et à détruire une partie des vaisseaux turcs.
Nullement découragé, le père de la future sultane avait repris avec détermination la construction de ses navires de guerre. C'était vers la fin de l'année 1092, au moment où Kilij Arslan revenait d'exil, et Tchaka s'était dit que le jeune fils de Suleiman serait un excellent allié contre les Roums. Il lui avait offert la main de sa fille. Mais les calculs du jeune sultan étaient bien différents de ceux de son beau-père. La conquête de Constantinople lui apparaissait comme un projet absurde. En revanche, nul n'ignorait dans son entourage qu'il cherchait l'élimination des émirs turcs qui tentaient de se tailler un fief en Asie mineure, c'est-à-dire au premier chef, Danishmend, et le trop ambitieux Tchaka. Le sultan n'avait donc pas hésité. Quelques mois avant l'arrivée des Franges, il avait invité son beau-père à un banquet et, l'ayant enivré, l'avait poignardé, de sa propre main, semble-t-il. Tchaka avait un fils qui avait pris alors la succession. Mais il n'avait ni l'intelligence ni l'ambition de son père. Le frère de la sultane s'était contenté de gérer son émirat marin jusqu'à cette journée de l'été 1097 où la flotte des Roums était arrivée inopinément au large de Smyrne avec, à son bord, un messager inattendu, sa propre sœur. Celle-ci a tardé à comprendre les raisons de la sollicitude de l'empereur à son égard, mais tandis qu'on la convoie vers Smyrne, la ville où elle a passé son enfance, tout lui apparaît clairement. Elle est chargée d'expliquer à son frère qu'Alexis a pris Nicée, que Kilij Arslan est battu et qu'une puissante armée de Roums et de Franches va bientôt attaquer Smyrne avec l'aide d'une immense flotte. Pour avoir la vie sauve, le fils de Tchaka est invité à conduire sa sœur auprès de son époux quelque part en Anatolie. La proposition n'ayant pas été refusée, l'émirat de Smyrne cesse d'exister. Au lendemain de la chute de Nicée, toute la côte de la mer Égée, toutes les îles, toute la partie occidentale de l'Asie mineure échappe donc désormais aux Turcs. Et les Roums, aidés par leurs auxiliaires francs, semblent décidés à aller plus loin. Mais, dans son refuge montagneux, Kilij Arslan ne désarme pas. Passé la surprise des premiers jours, le sultan prépare activement sa riposte. Il se mit à recruter des troupes, à enrôler des volontaires et à proclamer le djihad, note Ibn al-Kalanissi. Le chroniqueur de Damas ajoute que Kilij Arslan demanda à tous les Turcs de lui venir en aide et ils répondirent nombreux à son appel. De fait, le premier objectif du sultan est de sceller une alliance avec Danishmend. Une simple trêve ne suffit plus. Il est impérieux maintenant que les forces turques d'Asie mineure soient unies, comme s'il s'agissait d'une seule armée. Kilij Arslan est sûr de la réponse de son rival. Musulman fervent tout autant que stratège réaliste, Danishmend s'estime menacé par la progression des Roums et de leurs alliés francs. Il préfère les affronter sur les terres de son voisin plutôt que sur les siennes, et, sans plus attendre, il arrive avec des milliers de cavaliers au camp du sultan. On fraternise, on se consulte, on élabore des plans. La vue de cette multitude de guerriers et de chevaux couvrant les collines redonne confiance au chef. Ils s'attaqueront à l'ennemi dès qu'ils en auront l'occasion. Kilij Arslan guette sa proie. Ses informateurs infiltrés chez les Roums lui ont fait parvenir de précieux renseignements. Les Franges clament tout haut qu'ils sont déterminés à poursuivre leur chemin au-delà de Nicée et veulent arriver jusqu'en Palestine. On connaît même leur itinéraire, descendre vers le sud-est en direction de Konya, la seule ville importante qui soit encore aux mains du sultan. Tout au long de cette zone montagneuse qu'ils devront traverser, les Occidentaux prêteront donc le flanc aux attaques. Le tout est de choisir le lieu de l'embuscade. Les émirs qui connaissent bien la région n'hésitent pas. Il y a, près de la ville de Dorileh, à 4 jours de marche de Nicée, un endroit où la route s'enfonce dans une vallée peu profonde. Si les guerriers turcs se rassemblent derrière les collines, ils n'auront plus qu'à attendre. Au dernier jour de juin 1097, lorsque Kilij Arslan apprend que les Occidentaux, accompagnés d'une petite troupe de Roums, ont quitté Nicée, le dispositif de l'embuscade est déjà en place. Le 1er juillet à l'aube, les Franches sont à l'horizon. Chevaliers et fantassins avancent tranquillement, ne semblant nullement se douter de ce qui les attend. Le sultan avait peur que son stratagème ne soit découvert par les éclaireurs ennemis. Apparemment, il n'en est rien. Autre sujet de satisfaction pour le monarque seldjoukide, les Franges semblent moins nombreux que ce qui avait été annoncé. Une partie d'entre eux serait-elle restée à Nicée? Il l'ignore. En tout cas, à première vue, ils disposent de la supériorité numérique. Si on y ajoute l'avantage de la surprise, la journée devrait lui être favorable. Kilij Arslan est nerveux mais confiant. Le sage Danishmend, qui a 20 ans d'expérience de plus que lui, l'est aussi. Le soleil vient tout juste d'apparaître derrière les collines lorsque l'ordre d'attaquer est lancé. La tactique des guerriers turcs est bien rodée. C'est elle qui leur a assuré depuis un demi-siècle la suprématie militaire en Orient.
Leur armée est constituée presque totalement de cavaliers légers qui manient l'arc admirablement. Ils s'approchent, déversent sur leurs ennemis une pluie de flèches meurtrières, puis s'éloignent à toute allure pour céder la place à une nouvelle rangée d'assaillants. Généralement, quelques vagues successives mettent leur proie à l'agonie. C'est alors qu'ils engagent le corps à corps final. Mais, le jour de cette bataille de Doriley, le sultan, installé avec son état-major sur un promontoire, constate avec inquiétude que les vieilles méthodes turques n'ont plus leur efficacité habituelle. Les Franges n'ont, il est vrai, aucune agilité, et ils ne semblent pas pressés de riposter aux attaques répétées. Mais ils maîtrisent parfaitement l'art de la défensive. La force principale de leur armée réside dans ces épaisses armures dont les chevaliers couvrent tout leur corps et même parfois celui de leur monture. Si leur avancée est lente, pesante, les hommes sont magnifiquement protégés contre les flèches. Après plusieurs heures de combat ce jour-là, les archers turcs ont certes fait de nombreuses victimes, surtout parmi les fantassins, mais le gros de l'armée franque reste intact. Faut-il engager le corps à corps? Cela semble hasardeux. Au cours des nombreuses escarmouches qui se sont produites autour du champ de bataille, les cavaliers des steppes n'ont nullement fait le poids face à ces véritables forteresses humaines. Faut-il prolonger indéfiniment la phase de harcèlement? Maintenant que l'effet de surprise est passé, l'initiative pourrait bien venir du camp adverse. Certains émirs conseillent déjà d'opérer un repli lorsqu'apparaît au loin un nuage de poussière. C'est une nouvelle armée franque qui s'approche, aussi nombreuse que la première. Ceux contre lesquels on se bat depuis le matin ne sont que l'avant-garde. Le sultan n'a pas le choix, il doit ordonner la retraite. Avant même qu'il n'ait pu le faire, on lui annonce qu'une troisième armée franque est en vue derrière les lignes turques, sur une colline qui domine la tente de l'état-major. Cette fois, Kilij Arslan cède à la peur. Il saute sur son destrier et galope vers les montagnes, abandonnant jusqu'à ce fameux trésor qu'il transporte toujours avec lui pour payer ses troupes. Danishmend le suit de près, ainsi que la plupart des émirs. Profitant du seul atout qui leur reste, la vitesse, de nombreux cavaliers parviennent à s'éloigner à leur tour sans que les vainqueurs puissent les poursuivre. Mais la plupart des soldats demeurent sur place, encerclés de toutes parts. Comme l'écrira Ibn al-Kalanissi, les Franges taillèrent en pièces l'armée turque. Ils tuèrent, pillèrent et prirent beaucoup de prisonniers qu'ils vendirent comme esclaves. Dans sa fuite, Kilij Arslan rencontre un groupe de cavaliers qui arrivent de Syrie pour se battre à ses côtés. Il est trop tard, leur avoue-t-il. Ces Franges sont trop nombreux et trop forts, et il n'y a plus rien à faire pour les arrêter. Joignant l'acte à la parole et décidé à laisser passer l'ouragan, le sultan vaincu disparaît dans l'immensité du plateau anatolien. Il attendra 4 ans avant de se venger. Seule la nature semble encore résister à l'envahisseur. L'aridité des sols, l'exiguïté des sentiers de montagne et la chaleur de l'été sur des routes sans ombre retardent quelque peu la progression des Franges. Il leur faudra, après Doriley, 100 jours pour traverser l'Anatolie, alors qu'1 mois aurait dû suffire. Entre-temps, les nouvelles de la débâcle turque ont fait le tour de l'Orient. Quand fut connue cette affaire honteuse pour l'islam, ce fut une véritable panique, note le chroniqueur de Damas. La frayeur et l'anxiété prirent d'énormes proportions. Des rumeurs circulent sans arrêt sur l'arrivée imminente des redoutables chevaliers. À la fin de juillet, le bruit court qu'ils approchent du village d'Al-Balana, à l'extrême nord de la Syrie. Des milliers de cavaliers se rassemblent pour leur faire face. Fausse alerte, les Franges ne se montrent pas à l'horizon. Les plus optimistes se demandent si les envahisseurs n'ont pas rebroussé chemin. Ibn al-Kalanissi s'en fait l'époux à travers l'une de ces paraboles astrologiques qu'affectionnent ses contemporains. Cet été-là, une comète apparut du côté de l'ouest. Son ascension dura 20 jours, puis elle disparut sans plus se montrer. Mais les illusions se dissipent vite, les informations sont de plus en plus précises. Dès la mi-septembre, on peut suivre la progression des Franges de village en village. Le 21 octobre 1097, des cris retentissent du haut de la citadelle d'Antioche, la plus grande ville de Syrie. « Ils sont là !» Quelques badauds se pressent vers les remparts, mais ils ne voient qu'un vague nuage de poussière très loin, au bout de la plaine, près du lac d'Antioche. Les Franges sont encore à 1 journée de marche, peut-être plus, et tout laisse supposer qu'ils voudront s'arrêter pour prendre quelques repos après leur longue traversée. La prudence exige pourtant de fermer déjà les 5 lourdes portes de la cité. Dans les souks, la clameur du matin s'est éteinte. Marchands et clients se sont immobilisés. Des femmes murmurent quelques prières. La peur s'est emparée de la ville.